Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons avoir le privilège de rencontrer un homme. Il est aujourd'hui à la tête de la police de Québec. Il s'appelle Monsieur Denis Turcotte. Vous savez très bien que la police dessert une population de plus de 500 000 habitants et Monsieur Turcotte est le 22e chef de police ici à Québec. En compagnie du capitaine Jean-François Vézina, nous allons pouvoir aborder plusieurs problèmes. Nous allons parler de la problématique du profilage racial, du racisme. Nous allons parler aussi de la problématique de la non-représentativité des minorités noires dans la police, c'est-à-dire pourquoi il n'y a pas de noirs dans la police de Québec. Nous allons aussi parler de bien plus de points importants et intéressants pour la communauté. Alors, surtout, restez connectés et ne manquez pas cette entrevue qui certainement vous donnera tellement d'informations en ce qui concerne la police de Québec au Canada. Alors, je vous dis à bientôt pour cette émission qui sûrement sera l'une des belles émissions que vous ayez écoutées sur Diaspo Interaction, le média de la diversité au Canada. À plus tard. Chers téléspectateurs, bonjour et enfin bienvenue ici dans les bureaux de la SPVQ, à savoir le service de police de la ville de Québec. Nous avons le privilège d'être reçus par des éminents dirigeants de ce service. Il s'agit bien sûr de messieurs le chef de police nouvellement nommé depuis 6 mois déjà. Oh, ça va très vite. Monsieur Denis Turcotte. Et bien sûr, on a aussi avec nous monsieur Jean-François Vézina, qui est bien sûr le capitaine ici au niveau de la police. Alors, ce qui se passe, c'est que nous sommes là pour parler vrai, à cœur ouvert. Nous espérons que vous aussi vous écoutez avec votre cœur et que vous allez pouvoir, à la fin, laisser des commentaires sincères. Donc, c'est Diaspo Interaction et la police en dialogue pour les communautés et la ville de Québec. Bonjour, monsieur Turcotte. Bonjour, monsieur Tchachwa. Bonjour, monsieur le capitaine Vézina. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous aussi? Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir ici dans vos locaux. Ça me fait plaisir, extrêmement plaisir de vous accueillir. Merci. En fait, beaucoup de personnes se demandent, quand on vous regarde et on regarde un tout petit peu toute votre équipe, on se dit, waouh, on aimerait bien savoir comment il est arrivé là. Est-ce que vous, petit, quand vous étiez encore enfant, vous rêviez être dans cette tenue en tant que chef de police? Non, mais quel est votre parcours pour arriver là? Non, mais quand on débute dans un service de police comme celui de la Ville de Québec, en tout cas pour ma part à moi, là, je voulais être un patrouilleur toute ma carrière. Ah. Donc, c'est les événements, les opportunités qui se présentent, les développements, les formations qui font en sorte qu'on gravit les échelons dans une organisation comme la nôtre. Mais vous m'auriez demandé au début de ma carrière, au début des années 90, c'était moi le futur chef de police de la Ville de Québec, vous auriez répondu non. Oh. Assurément. Vous avez été surpris. Je suis pas surpris parce que c'est un long parcours. Hein. Ça fait déjà 30 ans que je suis ici au service de police de la Ville de Québec. Donc, j'ai débuté pour faire un bref historique là, de mon cheminement de carrière. J'ai débuté en début de l'année 92 ici au service de police de la Ville de Québec comme patrouilleur. Ensuite de ça, j'ai été patrouilleur plusieurs années pour ensuite aller du côté plus des enquêtes criminelles. Et ensuite de ça, de continuer à grandir dans l'organisation, dans son développement comme officier cadre. Et pour aboutir aujourd'hui, en mai 2021, à la titre de directeur du service de police. Ben écoutez, on va vous dire félicitations. Merci beaucoup, apprécié. Ouais, super. Alors, monsieur Vézina, en un mot, étant jeune, vous souhaitiez aussi être dans la police? Ben moi, j'ai un père policier, donc peut-être un peu ça qui a fait que j'ai voulu suivre un peu les traces. Quoique mon père voulait pas que je devienne policier pour un paquet de raisons. Okay. Puis, au cours de la fin de mon secondaire, j'ai décidé d'appliquer en technique policière au niveau du collège. Alors, avec cette réponse, j'aimerais rebondir avec monsieur le chef de police, monsieur Turcotte.
On sait que la police constitue un corps de métier qui est parmi les plus essentiels et elle doit jouer, en fait, elle joue une fonction régalienne. Donc, dans cette fonction, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste la mission même de la police ici, sur le terrain, ici à Québec? Comme tout service de police, le service de police s'inscrit dans une mission de sécurité publique, les ententes de sécurité publique, mais ça implique qu'on va être mis à contribution dans plusieurs sphères aussi des activités dans une société. Mais la mission première, c'est de protéger les gens. Absolument. Donc, on dit dans des phrases clés, protéger la vie, donc c'est protéger les gens, les habitants d'une ville. Donc, la première préoccupation d'un policier, c'est un matin quand il part travailler, c'est de protéger la population de la ville qu'il dessert. Donc, ça peut impliquer toutes sortes d'activités dans une journée. Puis, suite à ça, c'est de rendre la ville la plus sécuritaire possible aussi, dans le but d'attirer des gens à venir faire partie de notre communauté, qui fassent partie de notre communauté avec l'esprit en paix. On va dire ça comme ça, en ayant confiance en son service de police. Et vous direz que pour le moment, dans cette fonction régalienne et de protection, pour le moment, vous êtes satisfait? Il y a toujours place à amélioration, je l'ai toujours dit, même dans ma vie personnelle, mais comme dans ma vie professionnelle. Celui qui va dire qu'il est parfait un jour, je pense que c'est le début de son déclin. Donc, pour moi, oui, on est bon. Oui, c'est une ville sécuritaire, la Ville de Québec, mais je suis toujours en processus d'amélioration continue. Je veux que les gens se sentent de plus en plus en sécurité, puis qu'il y ait de plus en plus de gens qui aient le goût de vivre ici à Québec, avec confiance en le service de police. Super. Je vais rebondir très rapidement. Au niveau, bien sûr, toujours de cette question, au niveau de la protection à Québec, votre avis, monsieur Vézina? Comme M. Turcotte l'a mentionné, je pense que l'objectif premier, c'est vraiment protéger la population, d'être présent pour la population. Je dirais qu'en marge de la mission primaire de la police, si je parle exclusivement de la police de Québec, il y a aussi un partenariat assez particulier, privilégié avec le milieu communautaire à Québec. Donc, c'est peut-être, je dirais que s'il y a un élément qui nous démarque dans l'organisation, c'est peut-être le rapprochement avec le milieu communautaire. Oui, exactement. J'aimerais savoir, en quelques mots, c'est quoi vos grands chantiers quand vous avez été nommé, quand vous avez pris le poste? Selon vous, quels sont les chantiers les plus imminents pour vous? En termes je vais parler parce que le service de police rend des comptes à deux entités, le ministère de la Sécurité publique et les hauts dirigeants de la Ville de Québec. Le principal chantier que j'ai vraiment repris en main pour ma part comme directeur, c'est au niveau de la diversité, de l'équité et de l'inclusion à la Ville de Québec. C'est un chantier qui est majeur à la Ville de Québec. Vous connaissez probablement Mme Irena Harris, qui travaille pour la Ville de Québec. Donc, nous, le SPVQ, on est un partenaire dans le projet du Vivre ensemble de la Ville de Québec. Donc, on a un plan d'action que j'ai présenté avec M. le maire et Mme Harris en début de mandat. Puis, je l'ai affirmé comme de quoi que c'était une priorité pour le service de police. C'est quelque chose qu'on se préoccupe depuis quelques années. Mais là, on a l'employeur Ville de Québec, l'entité municipale, qui a une envie de faire plus. Donc, le SPVQ s'inscrit comme un partenaire là, de choix dans ça. Puis nous, on est très actifs en termes de diversité, d'équité, d'inclusion dans nos façons de faire. Diversité, équité et inclusion. Normalement, il y a toujours un cheminement à tout. Quel est le cheminement pour être dans le service de police? Donc, je veux dire, quel type et quelle quantité de temps d'études cela prend pour devenir policier? Première des choses, pour être policier au Québec, parce qu'on est régi par le gouvernement du Québec, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, une chose que votre auditoire doit savoir, c'est qu'à la base, il faut être citoyen canadien pour être embauché comme policier. C'est la première condition, mais ça n'empêche pas que les gens peuvent faire leurs études dans l'intervalle. Donc, première situation d'avoir en compte, c'est d'être citoyen canadien. Ensuite de ça, il y a le chemin traditionnel. On va dire ça comme ça, le chemin traditionnel au Québec, c'est de faire le cégep, un collège, une technique policière, qui ici à Québec est dispensé par deux collèges, donc le collège Notre-Dame-de-Foy et le cégep FX Garneau, qui est à Sainte-Foy. Les deux offrent la technique policière. Un qui est un collège privé, le Notre-Dame-de-Foy, et l'autre est un collège public, le cégep Garneau. Donc, c'est 3 ans de technique policière. Puis suite à la technique policière, il y a un stage d'apprentissage qui est fait à l'École nationale de police qui est située à Nicolet, dans la province de Québec, dans le secteur de Trois-Rivières. Donc, après le passage à l'École nationale de police, pendant leur parcours, les aspirants policiers postulent dans le service de police qu'ils ont un intérêt
à vouloir venir évoluer, à vouloir venir faire carrière. Et là, dans chaque service de police, il y a un processus de sélection. Si je parle pour le SPVQ, on a un processus de sélection en quelques étapes. Donc, les gens, une fois inscrits, une fois qu'ils ont postulé, sont guidés, sont vraiment pris en charge par le service des ressources humaines de la Ville pour cheminer dans tout le processus d'embauche qui va s'étirer sur quelques mois. Ensuite de ça, nous, on embauche les policiers sur une base permanente, le SPVQ. On n'engage pas des policiers temporaires. Ça, c'est tout nouveau là, depuis un an, environ un an et demi. Il n'y a plus l'espace de temporalité. Exactement. Donc, nous, après le processus, quand les gens passent à travers le processus d'embauche, ils sont embauchés de façon permanente et ils ont une probation à passer à travers pour satisfaire aux exigences de l'emploi. Ça s'applique à tout le monde, à tous les candidats qu'on embauche. Puis ensuite de ça, bien, une belle carrière ouverte dans le domaine policier avec toutes les opportunités qu'un service de police de notre grandeur. On est un service de police de niveau 4, donc on est plus de 1000 employés. Donc, beaucoup de possibilités, de cheminement de carrière. On offre tous les services là, au niveau des services policiers. Je pense que vous êtes le deuxième service dans la province. On est le deuxième service de police municipal en envergure. Donc, il y a la police de Montréal et il y a nous comme deuxième. En un mot, que pourriez-vous me dire, nous dire en ce qui concerne les femmes dans la police? Les femmes dans la police, pour nous, ben, est-ce qu'il y a le quota? Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'elles sont intéressées? Bref, un petit mot à propos. Première chose, il n'y a pas de quota. Okay. Nous, on embauche les gens selon leur capacité, leur compétences. Donc, il n'y a pas de nombre maximum, il n'y a pas de nombre minimum, mais sauf que présentement, dans la tendance d'embauche et l'intérêt aussi, il faut que les femmes aient un intérêt de devenir policières aussi. Donc, pour un service de police de notre envergure, là, présentement, parce que l'embauche est toujours en continu au service de police, donc retraite, embauche, ça varie de bon an, mal an, mais on est environ 30% de notre effectif policier qui sont des femmes, présentement. Voulez-vous ajouter quelque chose par rapport aux deux questions précédentes? Non, je pense que M. Turcotte a vraiment couvert. Peut-être par rapport aux femmes dans la police, je pense qu'il y a une nette amélioration par rapport aux années où Denis et moi avons commencé. Il y a des efforts qui ont été faits par la Ville, puis je pense qu'on est très bien positionné à l'échelle canadienne en termes de la place de la femme policière là, dans l'organisation au Québec. Là. Super. Une chose, on a parlé des femmes, mais il y a une chose remarquable, assez remarquable dans les services de police qui est quand même assez décriée par certains membres de cette communauté. On va parler spécialement pour la communauté noire. Il semble qu'elle est, au niveau de vos services, on n'en voit pas beaucoup. Donc, est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous dire 2 mots à propos de cette absence-là, ou alors ils ne sont pas de cette non-représentativité? Je peux y aller? Oui, OK. Oui, allez-y. Mais regardez rapidement, c'est pas. Je pense que c'est plus une question de méconnaissance de la communauté noire ou par intérêt. Beaucoup. Nous, ici, à Québec, la représentativité dans la population est assez faible, ici à Québec, contrairement à Montréal. Donc, on a des gens qui sont venus étudier dans la région de Québec en technique policière, mais leurs racines, leurs parents sont dans la région de Montréal. Donc, on a perdu des candidats comme ça. C'est pas parce qu'ils ne voulaient pas travailler pour le service de police, c'est pas parce que le service de police ne les voulait pas, au contraire, mais eux ont une attirance, comme beaucoup de policiers blancs d'origine québécoise qui viennent étudier ici, puis ils se font engager dans une région où ils ont grandi. Parce que c'est toujours l'attrait de la famille, de rester proche des siens. Donc, si la population, la représentativité augmente au fil des ans, la Ville de Québec est très active dans ça aussi pour être attractif, pour avoir des gens issus des minorités visibles, dont la communauté noire. Donc, nous, dans notre processus aussi de nous faire connaître, on a tout avantage à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Puis on est très content que vous ayez fait l'invitation, puis de participer à ça. C'est de mieux faire connaître le service de police à la communauté, de vous dire à tous vos gens que c'est accessible. C'est une chose possible. Puis ça se fait par des gens qui ont de l'intérêt à le faire. Ils vont être accompagnés. Même si aujourd'hui, pendant qu'ils m'écoutent, puis qu'ils nous écoutent tous les 2, tous les 3,
Ils se disent, non, c'est pas accessible pour moi, je sais pas comment ça fonctionne. Mais quelqu'un qui a le minimum d'intérêt, ben, il peut communiquer avec nous, puis avec la Ville de Québec, puis il va avoir toutes les informations. Il va être pris en charge aussi pour se faire guider. Donc, dans la représentativité, oui, au service de police de la Ville de Québec, des individus noirs, on en a eu un dans le début des années 90, c'est vrai. Il est embauché, donc c'est pas quelque chose de nouveau pour nous, mais lui a préféré aller travailler dans la région de Montréal par après. Mais on l'a embauché, il a travaillé pour nous, puis il a quitté. Pour la raison de... Probablement familial, que les gens de sa famille étaient dans cette région-là. Mais comme aujourd'hui, on se fait mieux connaître, on démystifie un petit peu le travail aussi, parce que pour nous, on tenait ça pour acquis, là, que tout le monde, la population de Québec est au courant pour quoi faire pour rentrer dans la police. Là, il n'y avait pas cette préoccupation-là. Mais là, présentement, on a cette préoccupation-là. On veut faire connaître le processus, que c'est accessible par tous. Puis nos portes sont très grandes ouvertes, on va accueillir les gens. Donc, ça s'inscrit clairement dans notre plan d'action, diversité, l'équité, l'inclusion, parce que des minorités visibles et des minorités ethniques, le service de police en compte quand même beaucoup. C'est la communauté noire qui est pas représentée. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas assez de communautés marquées. La communauté noire n'était pas assez représentée ici à Québec. Actuellement, elle est quand même grandissante. On remarque quand même qu'il y a une augmentation d'implantation, les gens l'embrassent, les valeurs de Québec et tout. Il y a plus de communautés noires qui s'installent actuellement. Est-ce que, monsieur Vézina, vous voulez rajouter un mot à ça en ce qui concerne la non-représentativité des Noirs dans la police du Québec? Ben, je pense que c'est multifactoriel. À l'époque, moi, j'ai participé à plusieurs concours de sélection de recrues, puis par intérêt, je regardais toujours s'il y avait des gens issus des communautés. Et comme M. Turcotte le mentionnait, souvent, il y avait un pourcentage de peut-être 3 à 5 % de gens issus des communautés qui étaient dans le processus au départ, donc qui se présentaient en entrevue. Et en cours de processus, on apprenait que les gens s'étaient désistés, étaient partis ailleurs en région ou à Montréal. Donc, on perdait ces candidats-là. Autre facteur, des fois, qui est non négligeable, M. Tchatchoua, je pense qu'il y a une question de perception aussi de la communauté noire envers les forces policières, qui au fil du temps se perpétue, pour lequel, comme organisation, on essaie de travailler au fil des ans pour améliorer la perception et la compréhension de ce qu'est le travail policier. Ça aussi, je pense que c'est non négligeable dans le fait que certains membres de la communauté noire ne viennent pas, c'est pas nécessairement dans leur culture de vouloir devenir policier. Et même, je vous dirais, par rapport à des échanges qu'on a eus, que j'ai régulièrement avec des gens issus de la communauté, c'est que des fois, c'est découragé par la famille. Donc, on a du travail à faire, de ramener le lien de confiance avec le corps de police. C'est pas seulement à Québec, là, je pense que c'est à l'échelle provinciale, mais Québec, l'immigration est relativement nouvelle. C'est pas quelque chose qui date de 25 à 30 ans. La communauté noire est de plus en plus présente, donc les gens vont s'intéresser aussi à la carrière de policier, puis avec les efforts qu'on va faire aussi dans le futur, qu'on a commencé à faire et qu'on va poursuivre, on risque d'avoir des jeunes qui s'intéressent au métier. Je rebondis sur ce que vous venez de dire tout de suite en disant les efforts que vous êtes en train de faire. Justement, l'une des raisons de notre entrevue serait de savoir, M. Turcotte, en tant que chef de police, quelles sont les actions que vous comptez poser, que vous êtes en train de poser, ou que vous aviez déjà posées par le passé, ou que vos prédécesseurs ont posées, pour pouvoir faciliter ou alors attirer un tout petit peu plus les gens de la communauté, ou faciliter leur entrée dans la police. Dans le fond, notre plan d'action se situe là, c'est un plan d'action qui est vraiment réel, qui est vraiment opérationnel. Donc, on y va comme sur plusieurs niveaux. Donc, le premier niveau, c'est de avoir une proximité avec les jeunes. Et quand je dis jeunes, là, c'est pré-secondaire. Au primaire, dans les parcs l'été. Cet été, on était très actifs dans le secteur de Vanier. On a fait 4 journées thématiques pour présenter le service de police au complet dans un parc de Vanier où il y avait beaucoup de représentation des communautés. Donc ça a été un bon succès aussi, mais en termes de communication, on a rendu public sur la page Facebook de Sécurité publique pour que les gens y aient accès et qu'ils voient ce qu'on a fait. Ça, c'est là, on va dire, pour nous faire connaître au niveau des jeunes. Pour qu'ils voient que les policiers, c'est du monde à qui la population doit avoir confiance puis doit avoir le réflexe d'aller voir.
pour qu'ils comprennent que le policier est un ami de tous les citoyens de la Ville de Québec. Donc, puis dans un deuxième temps, c'est de voir avec les écoles secondaires. Vous connaissez le programme DAM, diplôme avant la médaille. Donc, c'est les jeunes un petit peu plus sportifs que nos policiers, des policiers sur une base volontaire, vont dans les écoles avoir des matchs de sport, dont le basketball avec ces gens-là, encore une fois, pour parler du métier de policier, pour développer l'intérêt en milieu secondaire. Les jeunes arrivent en secondaire 4, secondaire 5, c'est le temps de prendre une décision, c'est ton avenir, donc d'essayer de développer. Mais ça fait déjà quelques années qu'on fait ça, là. Ça s'inscrit encore dans notre plan d'action. Et ensuite de ça, bien, la troisième étape qu'on a mis en place dernièrement avec Mme Harris, bien, c'est de mieux nous faire connaître au niveau de la population, mais adulte, dans vos communautés, pour que les gens disent « Oh, wow, c'est accessible même pour quelqu'un qui est scolarisé, qui a déjà un travail, qui est déjà implanté à la Ville de Québec, puis qui, lui, avec tout ce qu'on fait puis qu'on se fait connaître, ben il dit « Ah, j'aimerais ça. J'ai toujours pensé rentrer dans la police, mais je suis rendu à 24, 25, 26 ans, j'ai un diplôme universitaire, je suis en informatique, mais la police a plein d'informatique, donc ça pourrait me tenter ou j'aimerais ça servir ma population moi aussi. » C'est ce qui nous a amené à demander au gouvernement du Québec d'avoir un programme d'attestation d'études collégiales. Donc, une attestation d'études collégiales, c'est quoi ça? C'est quelqu'un qui a déjà un diplôme, qui est déjà passé par le système d'éducation, puis que lui dit « Ah, moi, j'ai l'idée de rentrer dans la police. » Ben, au lieu de faire 3 ans d'être policière et son stage à l'École nationale de police, ben, il fait 1 an au collège. Il rentre à l'Institut, à l'École nationale de police. Puis ensuite de ça, il y a un emploi. Parce qu'avant le début de ce processus-là, on va lui promettre qu'on l'embauche s'il passe à travers la formation. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on met en place, puis que c'est accessible à tout le monde. Puis, il n'y a pas de limite d'âge pour ça, là. Donc, la personne qui a un intérêt va avoir l'opportunité de passer à travers ce processus-là, qui est présentement en cours au gouvernement du Québec, pour que dans l'Est du Québec, on ait cette opportunité de formation-là, puis ça devient une autre façon de pouvoir avoir accès à un service de police. Il y a peut-être un élément important que, pour bonifier ce que M. Turcotte disait, c'est que le service de police a travaillé fort. Donc, M. Turcotte a travaillé fort avec les instances du gouvernement pour mettre ce programme-là en place. Dans le fond, réactiver ce programme-là qui existait dans le passé, dans le contexte d'essayer de trouver des gens issus des communautés et avec d'autres compétences. Donc, le service de police a été très actif à ce niveau-là, là. Oui, c'est une très belle, à mon avis, je trouve que c'est une très belle initiative qui, à mon avis, ne gagne pas encore à être assez connue, parce que je ne l'ai personnellement pas encore entendu discuter dans les communautés, mais on se fera bien sûr un écho de ça. Actuellement, est-ce que vous avez comme des relais du service dans certaines communautés pour pouvoir bien sûr relayer rapidement et d'une façon assez impactante vos messages? Peut-être parler des alliés. Oui, exactement. Ben, si tu me permets, Denis, dans le fond, je peux vous parler des alliés, nos agents de liaison interculturelle et de rapprochement. Dans le fond, ce sont des policiers, c'est un programme où des policiers qui participent à ce programme-là qu'on a mis en place en 2019. L'idée, c'était, dans le cadre d'activités non formelles, de permettre à des policiers qui étaient volontaires de participer à des rencontres ou des activités avec les gens issus des communautés, de toute communauté. Pour discuter un peu du travail policier, créer des rapprochements, justement essayer de faire tomber les barrières ou les préjugés, les perceptions de part et d'autre, parce que bon, chacun de nous, des fois, peut avoir une perception de l'autre. Donc, l'idée, c'était de favoriser un rapprochement. Puis, donc, en 2019, jusqu'au début de la pandémie, là, en mars 2020, il y a eu plusieurs activités auxquelles on a participé qui commençaient à porter fruit. Malheureusement, on a comme été obligé de mettre ce programme-là sur la glace, qu'on a réactivé dans les derniers mois. On a commencé tranquillement à réimpliquer nos policiers. Donc ça, c'est une chose. Parallèlement à ça, j'essaie de maintenir au travers de mes activités aussi une certaine liaison avec les différents leaders de différentes communautés à Québec. Des fois par rapport à leurs préoccupations ou toujours leur réitérer notre collaboration comme organisation policière s'ils ont des besoins. Donc, ou des fois des préoccupations. Quand il y a un événement majeur qui peut se produire, exemple, dans un pays X, puis je sais que la communauté est fortement représentée ici, bien, il est possible que je fasse des téléphones juste pour voir est-ce que
votre communauté est impactée par ce qui se passe, que vous aimeriez ça qu'on participe à une rencontre. C'est arrivé dans le passé qu'on a fait ça aussi. Là. Mais avant, quels sont les obstacles que vous rencontrez dans les actions quotidiennes avec les communautés? Capitaine Vézina en a parlé tout à l'heure, on est souvent dans le monde des perceptions. Hein? Donc, les perceptions de part et d'autre. Moi, je pense que c'est plus de la méconnaissance du rôle policier et nous, de notre méconnaissance de la réalité de la personne qui nous regarde. Donc, depuis une dizaine d'années là, que le capitaine Vézina est très impliqué avec les communautés ici à Québec, justement pour traverser ce mur-là, traverser cette ligne-là, pour que chacun comprenne la réalité de l'autre. Donc, la grosse problématique est vraiment un problème de perception et, je dois le dire, un problème de communication aussi. Si on communique mieux entre nous, entre les communautés de services de police, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'efforts de fait. Il y a des grands efforts qui ont été déployés depuis une dizaine d'années, mais il y a possiblement une nouvelle façon de faire qu'on devrait élaborer ensemble. Puis je pense que ici, les communautés à Québec et les services de police, on est rendu à cette étape-là. Moi, je suis très positif, très confiant à dire que la petite étape à franchir pour en arriver à une communication fluide et efficace, que tout le monde se comprenne, il ne nous reste pas grand-chose à traverser. Je suis très, très, très optimiste pour que ça se réalise là, très rapidement, puis que les gens voient que le service de police est très impliqué dans la communauté. Qu'est-ce qu'on fait depuis une dizaine d'années, mais qui est méconnu, qui est connu par des petits groupes de gens dans les communautés. Donc, soyons meilleurs dans nos communications, de part et d'autre. Il n'y a personne n'a de faute dans ça. Moi, à ma perception, personne n'a de faute. Tout le monde a plein de bonnes intentions. On est juste rendu dans le comment qu'on pourra faire pour dénouer ce petit espace-là là, qu'il y a encore entre les deux. Là, mais moi, je suis très positif que ça va se faire très rapidement. Parlant d'espace, je pourrais éventuellement, là, je lance la bouteille à l'eau comme ça. Est-ce que, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, si jamais vous êtes ouvert à ce que Diaspora Interaction, dans son rôle de rassemblement et puis de sensibilisation, puisse de temps en temps organiser des rencontres entre le corps, quelques membres du service et les membres de la communauté pour pouvoir bien sûr dialoguer dans tout le respect et dans, bien sûr dans toute la cordialité. Est-ce que vous serez ouvert à ça? Ou vous pouvez prendre le temps pour mais lancer comme ça, j'y vois là aussi une opportunité de communication. Je viens juste d'en parler. Exactement, c'est ça. J'ai dit, je prends de votre. Donc, j'y vois là une opportunité. Je vois là une opportunité, assurément, parce que ça va contribuer à faire en sorte que les questionnements qui perdurent depuis des années, puis les perceptions, ça va nous permettre de dénouer ça, puis ça va permettre d'accélérer le processus. Alors, il nous restera juste à voir ensemble le comment tout ça peut être orchestré. Le comment tout ça peut être orchestré, effectivement. On va avoir une dernière question. Mais, j'aimerais ça, je rajouter un élément. Monsieur Vézina. Dans votre question, vous disiez quels sont les irritants ou les défis auxquels on est confronté? Les obstacles. Les défis et obstacles. J'aimerais ça aussi qu'on parle. Puis je parle à vos auditeurs en même temps. Vous allez regarder, vous allez être ce qu'on a vu apparaître dernièrement par rapport, je vais vous parler de l'événement Floyd. Okay? Ça se passe aux États-Unis. Et ça a eu des répercussions sur le travail policier aussi. C'est comme si les Québécois avaient regardé ce qui se passait aux États-Unis et ont transposé ça au travail policier à Québec. Parce que là, on va parler de Québec. Et ça, c'est un enjeu pour notre personnel aussi. Parce qu'ils se font régulièrement reprocher ou taxer d'agir comme des situations similaires à ce qui s'est produit aux États-Unis, alors qu'on est dans un contexte d'ouverture différent. La réalité de la communauté noire à Québec au Canada est très différente qu'aux États-Unis. La formation des policiers aussi est totalement différente que celle des Américains. Donc, on est ailleurs et ça devient un enjeu, un blocage des fois dans la communication lors de nos interventions. Vous parlez d'enjeux, ça, c'en est un qui est assez présent actuellement, là, qu'on voit, qu'on me rapporte là, assez fréquemment. Là. Oui. Ben, pour rebondir à ça, je me demandais aussi, est-ce que ce reflet-là ne croyez-vous pas que ce serait aussi par rapport à certaines situations qui se passent
dans les communautés et que peut-être les communautés trouvent que les services de police ne mettent pas assez de mains ou alors ne mettent pas assez d'impact dans le traitement. Je vais prendre un exemple tout simple. Il y a eu dernièrement une fresque qui a été quand même salie, pour utiliser un mot poli, au niveau de la ville. Est-ce que le service de police, comment est-ce qu'elle a traité ça? Peut-être ce genre de traitement porte préjudice selon la présupposition des personnes qui sont touchées par ça? Okay. Je vais répondre à votre question. Okay. Dans le cas de la fresque, vous savez qu'il y a eu 3 méfaits. Pour prendre le langage policier, il y a eu 3 méfaits. Puis là, je cherche pas à lancer la pierre à personne. Okay? Donc, que ça soit très, très clair. Le service de police n'a jamais reçu de plainte de personne pour ces méfaits. Okay? Il n'y a jamais personne qui s'est plaint au service de police pour les méfaits. Par contre, dans les médias, ça a été fait. Ça a été repris par les médias comme de quoi que la fresque avait été vandalisée. Ben, nous, le service de police, fort de cette information-là, on a fait enquête. Puis on a trouvé la personne qui a vandalisé. Ça a été médiatisé la semaine dernière, vous irez voir ça. On a arrêté la personne, on a porté des accusations pour le méfait. On a réussi à identifier la personne qui a fait ça. Puis elle a été traduite devant les tribunaux. Donc, en termes de proactivité, pour des incidents et des crimes haineux de ce type-là, dites-vous que le service de police, on est très proactif. OK. Mais ce que M. Turcotte met en relief, c'est que on sait que c'est une préoccupation pour les gens issus de la communauté noire comme les autres communautés, mais on n'a pas dénoncé au service de police alors qu'on aurait fait notre travail. Mais malgré cela, on a quand même fait une enquête qui a mené à une arrestation. Donc, on veut inciter les gens à ne pas hésiter à venir nous consulter. Dans ce cas-là, c'est qu'on s'est dirigé vers les médias au lieu de venir vers le corps de police. Donc, ma presque dernière question, c'est une question qui va paraître un tout petit peu abrupte, peut-être brutale, peut-être trop directe, mais elle vaut la peine d'être posée. Comment est-ce que vous expliquez, ou alors, qu'est-ce que vous pensez de la présupposée, comprenez bien le thème, la présupposée mauvaise relation entre la police et de Québec et les jeunes gens issus des communautés? La présupposée. J'ai discuté, puis je compte. Ouais. Je pense que c'est une présomption, parce que c'est pas l'écho nécessairement qu'on a. Si on parle, exemple, des policiers d'école, parce qu'on a des policiers présents dans les écoles secondaires, la relation semble bonne. Est-ce qu'il y a des éléments de distorsion du côté des jeunes? Est-ce que là, on est dans les présomptions également de notre côté? Mais c'est ce que j'entends souvent. Beaucoup de gens issus de l'immigration sont arrivés à Québec avec des mauvaises expériences avec la force policière dans leur pays d'origine. La phobie de policiers. Exactement. Puis ça nous a été mentionné régulièrement dans les dernières années. Puis, ce que j'avais comme impression, c'est que les jeunes, des fois, étaient peut-être un peu contaminés, entre guillemets, d'un point de vue éducationnel, par les parents, par rapport à la police, la méfiance. Alors qu'on est totalement, nous, dans une autre vision. On essaie d'être le plus près possible des citoyens. D'ailleurs, on a donné de la formation il y a plus de 10 ans à ce sujet-là. D'autres formations qui ont été données au cours des ans. Il y en aura d'autres dans les prochains mois. On essaie d'être le plus près possible de la communauté, de toutes les communautés, mais peu importe l'âge. En milieu, M. Turcotte l'a mentionné, que ce soit au primaire, secondaire ou même au niveau adulte, justement pour essayer de créer un climat de confiance qui, pour nous, était quelque chose d'acquis, mais on s'aperçoit qu'on a du travail encore à faire. Mais je crois pas qu'il y a une barrière, mais on a encore un travail de rapprochement à faire. M. Turcotte le mentionnait, je pense que d'un point de vue communication, on devra être meilleur. Puis on invite les gens à venir voir les policiers. On participe à un paquet d'activités sur notre territoire d'un point de vue communautaire ou en milieu scolaire qu'ils aient rencontré les policiers. On a des policières très accessibles. Donc, on les invite à venir nous voir puis à poser des questions, même sur des interventions qui, des fois, puissent soulever un questionnement. On a des éléments de réponse souvent à fournir que les gens ne réalisent pas, qui sont reliés à notre formation ou au travail qu'on a accompli. C'est toujours, à mon avis, c'est toujours la phobie, bien sûr, du policier.
Ma dernière question, de nous donner un tout petit peu d'éléments en ce qui concerne le profilage racial dans la ville de Québec. Ben moi, je vais vous parler au niveau du service de police, si vous me permettez. Bien sûr. Malgré le fait que je suis un citoyen de la ville de Québec là, depuis ma naissance, moi, je vous dis que même depuis ma jeune enfance, des individus racisés de couleur, j'en ai eu dans mon environnement, même très jeune. C'était pas beaucoup de gens, mais il y en avait quand même. Puis les gens étaient bien intégrés. Là. Je demeure en banlieue là, de la ville de Québec. Puis il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. En tant que policier, vous me parlez de profilage racial. Vous savez que c'est une pratique qui est interdite. Donc, moi, comme chef de police, puis depuis 30 ans là, que je grandis ici, là, comme policier dans la ville de Québec, moi, de faire une opération policière basée sur le profilage racial, pour ma part, j'ai jamais vu ça. OK? Est-ce qu'il y a des individus dans le service de police qui ont pu avoir des écarts de conduite, des mauvais comportements, qui ont pu laisser croire qu'ils intervenaient sur la base de voir un individu de couleur noire qui marche sur le trottoir? C'est possible que ça l'ait déjà arrivé. C'est possible que ça se produise demain, ce soir, peu importe. Mais que le policier se gouverne dans ses interventions policières, dans ses interpellations policières en fonction de la race d'une personne. Moi, ici à Québec, là, c'est jamais venu à mes oreilles. J'ai jamais vu ça non plus. Puis je n'ai pas commencé la semaine dernière, là. Ouais, je comprends. C'est en toute franchise. Est-ce que des gens ont pu percevoir, avec les explications qu'ils ont eues lorsqu'ils l'ont vécu, les gens là, de la communauté noire, puis qu'ils se disent, moi, là, aujourd'hui, je suis convaincu, j'ai été interpellé à cause que je suis noir, je suis obligé de dire que la réponse, probablement, que lui, dans sa perception, c'est vrai. Mais sauf que quand on regarde les raisons qui ont mené le policier à poser ce geste-là, d'aller interpeller cette personne-là, c'était dans une fonction policière, dans le but de prévenir un crime, dans le but de recueillir du renseignement sur un crime potentiel qui a été commis ou à venir, peu importe la situation, le policier avait des raisons d'aller interpeller cette personne-là. Mais est-ce que la communication est assez bonne pour que tout le monde se comprenne? Que la personne, le citoyen noir, qui se dise « OK, je comprends pourquoi que le policier est venu m'aborder puis m'a posé quelques questions. » Mais si tout le monde est stoïque puis personne ne parle, puis le policier aborde la personne, donne son nom, 2-3 questions, puis la personne ne se sent pas légitimée d'expliquer pourquoi il est là en ce moment, ben ça pourrait arriver que le policier pousse son questionnement plus loin parce qu'il y a des motifs de croire qu'il se passe peut-être quelque chose, mais à la fin, s'il ne se passe rien, vous sauriez le nombre d'interpellations que la police de Québec fait dans une journée, dans une année, versus les interpellations de personnes racisées. Mais c'est vraiment dans un contexte policier que c'est fait. C'est vraiment dans un contexte de mission policière. On revient au début de notre entrevue, de protéger la population. Puis là, je ne viens pas dire que c'est en fonction de la couleur de la peau, c'est en fonction des comportements d'une personne, du moment, de l'endroit où il se trouve, au moment qu'il y a peut-être un crime alentour qui s'est passé, que la personne qui se fait interpeller n'a aucune idée que ça existe alentour de lui. Donc, le capitaine Vézina le dit tantôt, si quelqu'un se sent brimé pour X raisons, on est là pour les écouter, puis pour expliquer, peut-être aller un petit peu plus loin quand la poussière redescend, là, pour dire voici, puis le capitaine Vézina le fait à l'occasion, là, bon an, mal an, là, à quelques reprises dans l'année pour dire la situation s'est passée de cette façon-là pour telle raison. Explique les faits qui ont amené le policier à poser ce geste-là, d'aller rencontrer la personne et de tenter d'avoir une discussion avec, puis d'avoir son identité. Mais au-delà de tout ça, si je reviens à votre question de base, du profilage racial au niveau du service de police de la Ville de Québec, moi, je ne vois pas ça. Mais s'il y a des gens qui perçoivent encore ça, aujourd'hui, je les invite à rentrer en contact avec nous. On va leur expliquer pourquoi cette intervention-là a eu lieu. On est très, très, très ouvert, comme n'importe qui d'ailleurs dans la population. Puis, si la personne n'a pas satisfaction à la fin, hein, ça peut arriver, hein, que la personne n'ait pas satisfaction aux réponses qu'on va lui donner, bien, il y a toutes les instances qui vérifient les services de police au Québec. Donc, c'est pas un problème pour ça, là, pour savoir si un policier a mal agi dans son travail. Vous voulez ajouter un point?
Ben, en plus de ce que M. Turcotte dit, on va au-delà, c'est que dans les prochains mois, en collaboration avec la Ville de Québec, on va mettre des formations en ligne pour nos policiers, que malgré qu'on pense que nos policiers travaillent bien, on veut s'assurer des fois que dans leur perception, au niveau des biais, au niveau de la réalité aussi des gens issus des communautés, qu'ils puissent avoir plus de connaissances, puis devenir plus compétents en matière d'intervention policière. Donc, c'est quelque chose de plus qui s'ajoute là. Dans cette matière-là. Puis comme M. Turcotte le disait, si les gens se croient victimes, qu'ils n'hésitent pas à contacter le service de police. Ça va me faire plaisir, moi ou un autre officier, de les rencontrer. Puis l'idée, c'est pas de mettre un couvercle sur la marmite, là. C'est que si nos policiers ont mal travaillé, on va les référer au bon endroit. On n'est pas là pour cacher une situation, mais ce que je constate dans mes dernières rencontres, souvent, c'est que la perception est venue vraiment teinter l'intervention, mauvaise compréhension. Et la discussion qu'on a eue ensemble a permis de remettre les choses dans son contexte. Alors, pour finir, un mot de fin. Mais je vous dirais que je vous l'ai dit d'entrée de jeu, mais je vous le répète, c'est un plaisir. Oui, c'est un plaisir qu'on ait pu finalement se rencontrer puis d'avoir cet entretien-là que je vois très positif pour l'avenir. Ça s'inscrit vraiment dans ma vision d'un service de police moderne de son temps, malgré le fait que ça fait plus de 10 ans qu'on est en action avec les communautés ici à Québec. Donc, pour moi, de voir ce qui se passe aujourd'hui avec vous, avec votre auditoire, ben, je suis très satisfait. Puis, où ce que je vais amener ma satisfaction à un autre niveau, ben, c'est de s'assurer que ça se perpétue dans le temps, que ça se poursuive, puis qu'on soit toujours en amélioration au niveau de nos relations avec les communautés. Parce que pour moi, quelqu'un issu d'une communauté à Québec, ben, c'est un citoyen à plus que part entière. Il fait partie intégrante de la vie de la Ville de Québec. Puis tout le monde est le plus que bienvenu à joindre nos rangs aussi. Okay. Ceux qui ont de l'intérêt, ben, vous êtes tous les bienvenus. Vous savez comment nous rejoindre, donc ça va nous faire un plaisir de vous accueillir dans nos rangs et dans notre belle ville de Québec aussi. Merci. Merci beaucoup à vous. Un mot de fin, monsieur? Dans le même sens que M. Turcotte, je pense que c'était une belle opportunité que vous nous offrez de s'adresser à votre communauté. Puis en espérant qu'on aura peut-être répondu à certaines interrogations, perceptions, et qu'on aura d'autres occasions dans le futur pour récidiver. Alors, chers téléspectateurs, vous avez compris à travers cette entrevue, à travers cette discussion, que le but final était de vous faire comprendre que le service de police de la Ville de Québec est un service ouvert. C'est un service qui vous offre l'opportunité, si jamais vous vous sentez peut-être brigué dans vos droits, de les approcher, d'amener jusqu'à eux vos problèmes. La phobie de la police ou du policier qui généralement perpétue dans nos esprits doivent cependant être un tout petit peu repoussés. Parce que, comme vous l'avez entendu, nous vivons dans le Québec, nous vivons au Québec, nous vivons à Québec, et notre relation ou nos relations avec le service de police de la Ville de Québec doivent être des relations saines et de proximité. Et nous espérons que vous avez pu tirer des informations importantes. Et surtout pour moi, j'aimerais partager avec vous, bien sûr, pour ceux qui veulent rentrer dans la police, tous ceux avec qui je parle tous les jours et qui disent qu'ils veulent rentrer dans la police. Vous l'avez écouté, c'est simple, c'est facile. Pour ceux qui ont traversé la 25-30, ça vous prend une seule année et vous pourrez rentrer dans la police. Et pour ceux qui sont encore très jeunes, je pense que c'est 3 ans avec une formation et ils vont rentrer dans la police. La police est prête à nous accueillir, à vous accueillir. N'hésitez plus et au plaisir de se parler. C'était Florent Tiachoua. À plus tard. Bye bye.